Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le fabuleux pouvoir de votre cerveau, de Deepak Chopra et de Rudolf Tanzi. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et sur le même schéma que la première vidéo, je vais partir du livre de Deepak Chopra et de Rudolf Tanzi, et je vais l'expliciter, et surtout je vais me permettre de faire des digressions, d'aller plus loin, de prendre mes propres exemples et d'aller un peu plus loin que ce que le livre dit sur certains thèmes. Voilà, et pour introduire, je vais vous parler de la prosopagnosie. Donc la prosopagnosie, c'est un trouble qui fait qu'on ne reconnaît pas les visages. Entre autres, on n'en entend pas beaucoup parler dans nos sociétés, et pourtant ça touche une personne sur 50. Donc c'est pas non plus négligeable, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et pourquoi on s'en rend pas compte? C'est que les gens qui sont atteints de la prosopagnosie utilisent des codes mentaux qui vont faire qu'ils vont quand même reconnaître les personnes, mais en réalité ils ne vont pas reconnaître les visages. Comment c'est possible? La réalité, c'est que les individus qui sont prosopagnosiques vont reconnaître la personne à travers d'autres prismes, par exemple les codes vestimentaires. Pour prendre un exemple qui nous touche tous, je sais que moi j'en ai fait l'expérience et ça a toujours été un mystère pour moi, la prof d'histoire du lycée. Alors je sais pas si vous l'avez eu, je veux pas rentrer dans un cliché, dans les préjugés d'une prof d'histoire type. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que beaucoup d'entre nous ont eu cette prof d'histoire, ce schéma prototypé de cette prof qui s'habillait exactement pareil tous les jours. Alors j'ai jamais compris, soit elle avait une sorte de collection Andy Warholesque de son veston et de son chemisier à fleurs en 150 exemplaires, soit il y avait véritablement un microcosme de biodiversité digne de l'Amazonie sous ses sapes, ce qui est plus probable d'ailleurs. En tout cas, c'était un mystère pour moi. Et bah cette prof d'histoire, quand elle arrivait en cours, déjà vous étiez en cours d'histoire, donc vous savez que vous allez avoir histoire. Globalement. Ensuite, la prof rentre, elle est habillée exactement comme votre prof d'histoire. Et bah les prosopagnosiques vont faire le calcul, inconsciemment bien sûr, votre cerveau est pas en train de se dire alors là tu vois elle est habillée pareil, non, il s'en fout, mais c'est fait directement. Et en plus, bon, généralement pour terminer, cette prof d'histoire, quand elle expliquait quelque chose à votre voisin, elle foutait son cul dans votre face pour lui expliquer quelque chose, et le pauvre à qui elle était en train d'expliquer subissait son haleine de chacal, fumeuse de tabac froid, brun, ce que tu veux, et bouffeuse de poissons pas frais, et bref, c'était ignoble, donc il reconnaissait cette haleine parmi mille. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous recroisez cette professeure dans la rue, et que vous êtes prosopagnosique, et qu'elle sait, par miracle, on sait jamais, ça peut arriver, qu'elle ait changé de vêtements, ou alors qu'elle ait changé de coupe de cheveux, et bah vous la reconnaîtrez pas. Voilà, ça c'est les prosopagnosiques. A l'inverse, évidemment, il y a des gens qui se rappellent de tous les visages. Donc ça, c'est un peu plus rare, mais il y a des gens à qui ça arrive et en général, ils sont considérés comme des psychopathes. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que les photons qui stimulent les cellules sur la rétine et les signaux qui sont transmis au cortex visuel ne contiennent pas d'image. Pour être plus clair, ça veut simplement dire que quand vous vous rappelez d'un visage, vous vous rappelez pas de l'image de ce visage. Et généralement, c'est plus lié à l'émotion que ce visage vous a procuré quand vous l'avez vu. Là, vous pouvez me dire, non, c'est pas vrai, parce que moi, quand je vois un mec super beau dans une soirée, ou moi, quand je vois une meuf super belle dans une soirée, je me rappelle de son visage. Donc ça déjà, c'est la mémoire du chineur ou de la chineuse, il faut le savoir. La réalité de la chose, c'est que vous vous rappelez pas de son visage, vous vous rappelez de l'émotion que cela a produit en vous quand vous avez vu cette personne. Vous faites le test très rapidement quand vous êtes en soirée, quand les gens vous disent bonjour de manière très banale, ils vous serrent la main, pas un sourire, rien. La classique, hein. 90% des gens font ça, c'est horrible d'ailleurs. Vous fait la bise, mais voilà, on vous dit son prénom, mais voilà. Vous vous rappelez pas des prénoms des gens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ancré une émotion en vous. Si quelqu'un procure une émotion, c'est-à-dire si quelqu'un vous sourit, typiquement, ou vous fait rire, vous vous rappellerez de son prénom parce que vous vous rappellerez de l'émotion que cela a produit en vous. Si vous voulez qu'on se rappelle de votre prénom, typiquement, moi j'ai une technique assez infaillible que je fais à chaque fois, c'est que j'éclate une bouteille de Jack sur la tête de la personne en criant mon prénom. Je vous assure qu'elle se rappelle de moi après. Donc il faut savoir que l'émotion ancre la mémoire. Et ça, c'est très important, c'est la base de la mémoire. Enfin, dernier élément vis-à-vis des visages, le livre nous explique qu'on n'est pas capable de reconnaître les visages à l'envers. Bon, le livre explique aussi qu'on peut faire un test par rapport à ça, c'est prendre une photo, la mettre à l'envers et on reconnaîtra pas les visages. Je trouve ça assez complexe parce que, bon, à part si vous avez votre mère sous la patte qui peut vous sortir une photo sur laquelle vous connaissez toutes les personnes, mais que vous ne connaissez pas la photo parce que sinon vous faites une association d'idées et vous pouvez retrouver. Et si vous le faites vraiment honnêtement, vous verrez que si vous tournez la photo, vous ne pouvez pas reconnaître les visages. Vous pouvez me dire, mais oui, mais on s'en bat complètement les couilles de pas reconnaître les visages à l'envers. Exactement. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les reconnaître. C'est parce qu'on n'en a pas le besoin. Un ordinateur, il te retourne l'image, c'est easy pour lui. Nous, on n'y arrive pas parce qu'on n'en a pas besoin. Et là, le livre ne parle absolument pas de ça, mais c'est mon parti pris de développer parce que j'ai remarqué que dans la nature, dès qu'on exprime un besoin, la vie nous apporte, il y a une sorte de conspiration intergalactique pour nous apporter une solution. Et je vais prendre divers exemples qui se sont produits dans la nature pour pouvoir imager ce que je suis en train de dire.
Si on remonte à 3 millions d'années en arrière, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud n'étaient pas encore reliés par la petite passerelle qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec le Costa Rica. Avant, ils étaient séparés par l'océan. Comment ça se fait qu'ils soient aujourd'hui réunis? C'est qu'il y a eu une activité sismique et volcanique qui ont fait émerger ce landau de terre qui fait que maintenant, les deux continents sont réunis. Et à partir de ce moment, les mammifères ont pu migrer dans les deux sens, et notamment les mammifères prédateurs qui sont descendus. Et ce flux migratoire de prédateurs a entraîné la disparition quasi totale des herbivores parce que ils n'ont pas fait d'éco-gestion, de bioéthique, etc. Ils se sont gavés comme des porcs, ils ont tout bouffé, ils se sont mis super bien sans penser au futur. Je sais pas si ça fait écho à une situation plus actuelle avec une autre espèce, en tout cas c'est ça qui s'est produit. Et ces couillons, comme ils ont bouffé tous les herbivores, bah ils avaient plus rien à grailler. Donc tous les mammifères prédateurs à cette époque, ils ont quasiment tous disparu. Toutes les espèces ont disparu, sauf une, c'est le loup à crinière. Pourquoi le loup à crinière n'a pas disparu? Premier argument, déjà c'est un loup, donc tu te calmes, c'est normal qu'il ait survécu. Ensuite, deuxième argument, le loup à crinière a tout simplement étendu son régime alimentaire et s'est adapté. C'est-à-dire qu'il a commencé à consommer le lobéra. Le lobéra, c'est quoi? C'est un fruit qui est amer, toxique, mortel. Le truc, ça donne vraiment envie. Faut savoir que le loup avait des problèmes de reins parce qu'il se faisait grailler les reins par les vers géants. Ce qui est intéressant, c'est que le lobéra détruit ces vers géants qui sont dans ses intestins. Donc en fait, le loup, en diversifiant son régime alimentaire, déjà de base, il se nourrissait avec le lobéra, parce que ça a quand même des valeurs nutritives, et en plus, il éradiquait le problème des vers géants. Il avait ce besoin d'éradiquer les vers géants et de se nourrir, les deux ont été réglés d'un coup. Jusque-là, vous pouvez me dire, oui, enfin ça c'est un besoin, on s'en fout, c'est normal. Très bien, le lobéra, comment il fait pour pousser? Le lobéra, c'est un fruit qui ne pousse qu'après digestion par un mammifère. C'est-à-dire qu'en gros, il avait besoin que, par exemple, le loup à crinière le bouffe, le digère, le chie, et les graines dans sa merde du loup poussaient et donnaient l'arbre qui donne les fruits du lobéra. Voilà. Donc il y a deux besoins qui sont distincts et la vie a complètement fait, instinctivement bien sûr encore une fois, mais la vie a ramené ces besoins et les a fait concorder pour trouver une solution commune qui est bénéfique à plusieurs espèces. Donc là ici c'est deux, mais si on étend le problème, ça sert à tout le monde. C'est ça qui est incroyable. Toujours dans cette problématique des besoins que la nature fait concorder naturellement, je te parle même pas des reines termites qui ont un besoin, c'est-à-dire qu'en fait elles veulent diversifier leur colonie et aller le plus loin possible, créer de nouvelles colonies, de nouvelles termitières. Comment elles font? Bah elles ont besoin d'aller plus loin pour se reproduire avec d'autres termites. La reine termite, elle se fait pas chier. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un termite. Pour vulgariser, c'est une fourmi, donc ça n'a pas d'ailes. Ça peut vous sembler bête ce que je vous dis, mais comment elle fait la reine termite? Elle se dit bon bah je dois aller plus loin, bah je vais faire des gosses qui ont des ailes. Bah je vais pas me faire chier, hein, faut qu'on aille plus loin. Bah oui, faisons des termites qui ont des ailes. Ça paraît complètement incroyable ce que je dis, mais c'est vrai, elle fait des termites ailés qui se barrent, qui vont archi loin pour pouvoir ken et pouvoir se reproduire. Je te parle pas non plus des larves de taupin. Alors les larves de taupin, c'est quoi? C'est une sorte de petite bête qui peut pas bouger parce que c'est une larve et elle a besoin de se nourrir. Alors je continue sur ça parce que c'est toujours dans les termitières. Les larves de taupin se cachent dans les termitières et vu qu'elles ne peuvent pas bouger mais qu'elles ont besoin de manger quand même, toujours cette histoire de besoin, comment elles font pour manger? Et bah voilà, on sait pas comment, mais hop, fluorescence, ça devient des stabilos jaunes, vert fluo, tu sais pas pourquoi. Les termites, elles sont attirées par cette lumière, elles viennent juste à côté et elles se font grailler. Alors pour faire des gosses ailés, etc., ça y va, mais alors pour communiquer que les trucs jaunes fluo là c'est dangereux, elles sont pas là. Donc on notera quand même le problème de communication chez les termites qui est assez impressionnant. Et donc une fois que ça a mangé, ces larves de taupin, et bah elles digèrent pendant 9 mois et puis après elles peuvent se barrer parce qu'elles ont grandi et elles peuvent disparaître. Voilà, tous ces éléments tout simplement pour dire que quand il y a des besoins, la vie fait en sorte de les assouvir. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en tant qu'être humain, on peut penser. Vu qu'on peut penser, on peut exprimer de nouveaux besoins. Donc si on part du principe que ce que je dis depuis tout à l'heure est vrai, et que quand on exprime un besoin, il se réalise et que la vie fait en sorte, une sorte de grande conspiration pour réaliser ce besoin, c'est intéressant de pouvoir les exprimer à travers nos pensées. Un des besoins qui m'a toujours intéressé, parce que je voyais que ça posait des problèmes à beaucoup de gens, c'est l'anxiété. Comment se libérer de l'anxiété, qui à mon sens est quelque chose d'inutile, et je vais le prouver rien que par rapport à la définition de l'anxiété. La peur est utile, mais l'anxiété ne l'est pas. Donc la problématique à laquelle je vais m'intéresser maintenant, c'est comment se détacher de l'anxiété. Donc je vais commencer cette partie comme un peu un devoir de philo en distinguant la peur et l'anxiété, qui sont deux éléments qui sont très différents. Tout d'abord, donc je vais prendre la définition du dictionnaire, je vais pas m'embêter. La peur, c'est une réaction naturelle qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace pour la vie ou de la sensibilité d'un sujet. Ok, l'anxiété, c'est une disposition habituelle à l'inquiétude causée par la crainte, par l'appréhension d'un événement fâcheux ou l'incertitude. Donc pour faire clair, d'un côté, on a une réaction naturelle, c'est une réaction spontanée liée à la survie,
Et de l'autre côté, on a quelque chose de complètement distordu de la réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une appréhension, donc c'est une vision qu'on a, qui n'est pas réelle, parce que ça s'est pas encore produit, et qui affecte nos décisions sur le moment, sans que l'événement se soit passé. Donc ça n'a strictement rien à voir. La peur est une réaction à un danger. L'anxiété, c'est quand le mental envisage des dangers futurs. Le problème, c'est qu'en envisageant ces dangers futurs, d'une part, on les réalise, on les autoréalise, et d'autre part, on se paralyse. Ce qui est un problème, c'est que l'anxiété est une habitude. Et plus on laisse cette habitude se mettre en place, devenir une routine, plus elle s'ancre profondément. Et moins on fait, vu que l'anxiété est paralysante, moins on fait, plus on est triste. Donc c'est vraiment un cercle vicieux au maximum. Maintenant qu'on a vu comment elle s'installait, on va essayer de comprendre comment s'en détacher. Comment se libérer de son anxiété? Premier élément, l'acceptation. Lorsqu'on accepte ses craintes, lorsqu'on accepte ses peurs, ses sentiments, on a beaucoup plus de chances de se détacher de l'anxiété. Pourquoi? Parce que le refoulement, lorsqu'on renie nos sentiments, etc., ils explosent. Ils sont d'autant plus forts. Ça part d'un principe de base, d'un schéma du cerveau, qu'il ne prend pas en compte la négation. C'est-à-dire que si, là tout de suite, je vous dis, ne pensez pas à un éléphant, vous allez avoir l'image d'un éléphant. Vous allez avoir cet éléphant qui va apparaître dans votre tête. Et pareil, si vous dites à quelqu'un ne tombe pas, la personne ne va pas retenir ne et pas, elle va retenir tombe, elle va juste retenir le verbe. Voilà, à partir de maintenant, vous pourrez effectuer du vaudou sur vos amis grâce à cette vidéo, mais ça c'est très intéressant. Et au contraire, quand on accepte ses sentiments, on peut s'en détacher. Donc ça c'est la première étape vis-à-vis de l'anxiété, accepter qu'on ait peur. Le deuxième élément pour lequel il faut accepter ses peurs, ses craintes, etc., c'est que si jamais on ne les accepte pas, elles pèseront comme une sorte d'ombre, donc ça c'est le mot qui est utilisé par le livre, une ombre qui est derrière vous et qui est prête à ressurgir à tout moment. Et ça c'est l'anxiété, cette image de l'ombre c'est l'anxiété. C'est cette habitude à ne pas accepter d'avoir peur, etc. Au bout d'un moment, vous allez avoir peur de tout parce que vous n'aurez pas exprimé tout ce que vous avez derrière. Vous aurez un backup de ouf, derrière, vous aurez toute une smala qui va être là, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est super dangereux. Pour s'en sortir, le livre nous explique que un double processus, c'est l'ouverture et l'honnêteté. C'est-à-dire que vous êtes ouvert à ces peurs, etc. L'ouverture, c'est-à-dire qu'on est ouvert aux sentiments qu'on éprouve. Et pas seulement aux sentiments bénéfiques, hein. C'est bien la pensée positive, bien sûr, mais il faut aussi être ouvert à ce que l'on ressent quand on n'est pas bien. Et l'honnêteté, c'est d'être capable de dire qu'on n'est pas bien. Et ça fonctionne très très naturellement. Et beaucoup de gens se contentent de ne pas dire les choses. C'est-à-dire que quelque chose leur fait mal, ils vont pas le dire, ils vont dire ouais, on va croire que je suis susceptible, etc. Mais vous pouvez le dire de manière très simple. Vous n'êtes pas obligé de dire je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, t'es pas obligé de chialer quand tu le dis. Très simplement, de dire là, ce que tu m'as dit, ça m'a touché, j'ai été blessé, je sais que c'est con, mais ça m'a blessé et je voulais juste te le dire. Et bien, une fois que vous faites ça à chaque fois, que vous êtes honnête, spontané, que vous êtes ouvert à ces sentiments, vous enlevez toutes ces ombres derrière et vous apparaissez en pleine lumière. Voilà, vous êtes très franc avec vous-même, très franc avec les autres, sans être méchant, juste d'exprimer vos sentiments. Vous enlèverez toute cette anxiété que vous aviez derrière vous. C'est le deuxième élément par rapport à l'acceptation. La transition est toute trouvée parce que le deuxième élément pour se défaire de son anxiété, c'est la parole, la prise de parole. Alors, la prise de parole, c'est l'expression, une fois qu'on a accepté ses peurs, ses craintes, etc., le fait d'en parler, c'est très important. Il y a une chose, c'est que très souvent, quand j'étais énervé, que j'avais peur de quelque chose, j'envisageais tellement le pire que tout ce qui était axé par rapport à cette situation m'apparaissait comme un obstacle. Et très souvent, les gens ne comprennent pas vos réactions parce qu'ils sont là, putain, mais il est bizarre, pourquoi il réagit comme ça, etc. C'est qu'en fait, vous êtes à un autre niveau, c'est comme s'il y avait plusieurs étages, et vous êtes à un étage soit supérieur, soit inférieur, on s'en fout, il n'y a pas de hauteur, mais vous êtes à un étage différent. Donc tout ce que vous allez vivre est selon un prisme qui est complètement focalisé sur le problème, et tout ce qui vous arrive, vous avez l'impression que c'est de la merde, que c'est parce que ça prouve que ça va mal se passer, etc. Et du coup, parfois, vous pouvez avoir des réactions qui sont totalement démesurées avec les autres, et exploser d'un coup par rapport à quelque chose, et les gens sont là, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que vous avez accumulé en vous. Alors parler, c'est faire taire sa peur. Alors ça, c'est pas dans le livre, je viens de le trouver, mais voilà, parler, c'est faire taire sa peur. Une fois que vous dites, ok, j'ai peur, les gars, je sais pas pourquoi, là, la conférence devant 550 personnes, elle me fait flipper. Et les autres vont vous dire, mais c'est normal gros, 550 personnes, sérieusement, mais tu te rends compte, c'est énorme. Donc t'inquiète, vas-y sans pression. Le fait de l'avoir exprimé, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, vous recevez du soutien. Si vous n'en recevez pas, dans tous les cas, le fait de l'avoir dit, ça va dédramatiser la chose. Ça, il y a énormément de conférenciers qui le font. C'est-à-dire qu'avant de commencer leur conférence,
Ils le disent. Ils disent bonjour à tous. Voilà, je suis extrêmement stressé, j'ai peur comme un pou de passer devant vous, et voilà, mais je vais quand même le faire. Et après, il vous fait une conférence, c'est magnifique, le mec est super éloquent, et vous dites, mais de quoi il a peur? Il se fout de ma gueule, il a pas tremblé une seule fois, moi devant 500 personnes, je me serais chié dessus. Oui, mais c'est pas ce qu'il a dit au début, et il a dédramatisé la chose, il a créé déjà une atmosphère par rapport à ça, en l'exprimant sa peur. Les gens sont à même de comprendre, on se rend compte de la situation, il est devant 550 personnes, ça l'humanise, on se dit putain, ouais, il a des couilles le mec, et puis en plus, après une fois qu'il l'a dit, pour lui, et bah ça dédramatise la chose et ça le permet de faire avancer. Donc la parole, deuxième élément, donc la première chose, accepter, ensuite prendre la parole pour exprimer sa peur. Et le troisième élément, c'est de changer de routine. C'est-à-dire que, vu que l'anxiété, c'est une routine, et ça découle des deux, il faut accepter et prendre la parole pour pouvoir changer de routine. Le changement de routine, c'est simplement de se dire, ok, l'anxiété, je sais ce que c'est, maintenant. Grâce à cette super vidéo, je sais ce que c'est l'anxiété. Pour changer une routine, il faut en mettre en place une autre. C'est-à-dire que dès que vous avez peur de faire quelque chose et que l'anxiété vous paralyse, vous, donc, premier élément, vous acceptez cette peur. Deuxième élément, vous le dites. Troisième élément, vous y allez. Et à force d'y aller, vous allez changer les schémas cérébraux et votre cerveau il va dire ok, maintenant j'ai plus peur, toutes ces anxiétés en fait, le pire n'arrive jamais. C'est ça le problème, c'est que l'anxiété nous paralyse parce qu'on s'imagine le pire. Mais le pire n'arrive jamais. Les meilleurs moments dans votre vie, c'est ceux où vous avez outrepassé votre anxiété. Ça vraiment, et vous vous êtes rendu compte après, putain mais c'était con d'avoir peur, c'était rien. Mais oui, c'est rien, il n'y a rien de grave, on est en vie, on est là pour faire des expériences, on s'en fout de se rater, etc. Et même quand vous vous ratez, de toute façon, vous allez beaucoup plus loin que si vous aviez rien fait. C'est ça d'être triste, c'est de rien faire. Donc allons-y. Battons-nous et n'ayons pas peur d'aller au bout des choses. Et les deux premiers éléments, encore une fois, c'est l'acceptation et la prise de parole. Une fois que vous aurez changé vos routines, de plus en plus, vous saurez que l'anxiété, elle est là, elle envoie un signal, il sera de plus en plus faible et vous pourrez avancer et tracer votre route. En termes d'ouverture et pour conclure, je voudrais simplement revenir sur quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans notre société occidentale, il y avait énormément de gens qui ne croyaient pas au pouvoir de la pensée, tout comme ils ne croient pas aux esprits, etc. Je fais le parallèle parce que je pense voir à peu près appréhender là où ça pose problème. Très souvent, les gens qui parlent de ces choses-là, donc là je parle pas de la pensée, qui est quand même, c'est plus doux comme sujet que de parler des esprits directement, qui est beaucoup plus frontal. Les gens qui en parlent sont toujours oui tu sais moi des esprits m'ont contacté, j'étais vraiment oh ça m'a effrayé, et ils prennent un ton très mystique, etc. Je pense que c'est ça qui fait peur aux gens qui n'y croient pas, c'est tout simplement ce sort de mélodrame par rapport à ça, alors que c'est quelque chose de très simple. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie du monde de l'invisible, les pensées, les esprits, etc. C'est le monde de l'invisible, et beaucoup de gens pensent que le seul monde qui existe c'est le monde du visible, mais nos yeux ne voient rien, vraiment. Enfin, si vous pensez voir beaucoup de choses avec vos yeux, sachez que c'est faux. Le monde de l'invisible est beaucoup plus vaste et beaucoup plus dense que le monde du visible. Et je pense que c'est pour ça qu'on a perdu la magie dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on a oublié qu'on ne voyait pas. Et si on est conscient qu'on ne voit pas et que ce qu'on voit c'est une partie infime de ce qui existe, ça nous aide déjà à nous ouvrir par rapport à ça. Quelqu'un que j'admire énormément et dont on n'entend pas parler, ce qui est très étrange d'ailleurs, monsieur Nikola Tesla, qui a dit si vous voulez comprendre le monde, l'univers, pensez en termes de fréquences et de vibrations. Si vous arrivez à voir avec vos yeux les fréquences et les vibrations, vous m'appelez. Pour situer Nikola Tesla, pour les gens qui ne le connaissent pas, ce qui est assez incroyable, c'est parce qu'on n'en parle pas, tout simplement, c'est pas de votre faute, c'est qu'on n'en parle jamais. C'est un mec qui a inventé notamment une énergie alternative qui était non polluante, qui était accessible à tous et qui n'avait pas besoin de fils. Voilà, donc on a préféré la version d'Edison qui était polluante et surtout profitable, qui était payante, donc profitable. Bref, donc on l'a complètement zappé. Si vous voulez savoir un peu plus qui c'est, je citerai simplement Albert Einstein. Quand on lui a demandé qu'est-ce que ça fait d'être la personne la plus intelligente sur Terre, il a répondu je ne sais pas, demandez à Nikola Tesla. Ça vous donne à peu près l'idée de qui est ce bonhomme. Donc pensez en termes de fréquence et de vibration. Bien sûr, le monde de l'invisible est beaucoup plus dense que le monde du visible. Je voudrais ouvrir aussi sur quelque chose où beaucoup de scientifiques et de chercheurs se retrouvent, c'est l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de l'esprit humain. Alors omniscience, ça veut tout simplement dire qu'on est conscient de tout ce qu'il y a autour de nous. Omnipotence, ça veut dire qu'on est en puissance de tout. On a le potentiel de tout. Et omniprésence, ça veut dire qu'on est partout et nulle part à la fois. Donc on est non local. C'est-à-dire que si vous êtes partout, vous êtes nulle part. Mais voilà, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Aldous Huxley, dans Les Portes de la Perception, nous explique qu'en fait, notre conscience est pure conscience, unité. C'est-à-dire qu'on est tous liés à la même base de données, entre guillemets. On a accès à tout. Sauf que notre cerveau a un rôle de catalyseur. Et comme une tuyauterie qui va venir comme ça
ça qui va raffiner le truc, parce que si on avait accès à toutes ces données, toutes ces connaissances auxquelles on a accès, on exploserait littéralement, on serait en feu, enfin ça serait n'importe quoi. Donc notre cerveau a ce rôle-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ouvrir certaines synapses et on peut faire en sorte d'avoir accès à plus de la tuyauterie, avoir un tuyau plus gros, de changer le processus de dérivation qui fait qu'on a moins accès à ces connaissances. Et ça, de plus en plus, les chercheurs s'y intéressent et on commence notamment avec le microdosing, donc j'en parlerai peut-être un jour, mais le microdosing, c'est le fait de prendre des drogues hallucinogènes à très faible dose, donc ça n'a pas de danger sur la santé physique et ça ouvre des synapses, etc. C'est un autre thème. Il y a sûrement d'autres moyens. Moi, je pense que la pensée est un des moyens pour ouvrir cette tuyauterie. Pour finir, par rapport au phénomène non physique, donc ce qui est lié avec la pensée, qui m'intéresse énormément, le même Nikola Tesla dont je vous parlais tout à l'heure a dit: le jour où la science s'intéressera au phénomène non physique, elle fera plus d'avancées en une décennie que ce qu'elle a fait depuis des siècles. Et je pense que c'est très important aussi de noter ça pour ouvrir, parce que dans la troisième vidéo, je voudrais parler de l'auto-guérison, du pouvoir d'auto-guérison grâce à la pensée. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse grandement, donc j'accorderai toute une vidéo sur ce processus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, enfin faites-vous plaisir, hein, faites ce que vous voulez avec la vidéo, du moment que ce n'est pas trop sale quand même, s'il vous plaît, un peu de respect pour moi. Et puis voilà, c'est un petit boulot que je partage avec vous parce que ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à commenter pour voir où je pourrais m'améliorer, encore une fois, parce que voilà, le but c'est de s'améliorer et de se faire d'autant plus plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente soirée, une excellente je ne sais pas quoi. Si vous venez d'une autre planète et que vous regardez cette vidéo, bah une excellente autre chose, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a ailleurs. Je pars complètement en couille, donc voilà, je vous souhaite tout simplement une excellente vie et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.